Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire, j'ai envie de dire mais pas que. Bien content de vous retrouver cette semaine alors que l'on va pouvoir continuer ces petites séries d'épisodes spéciales draft. On repart dans le passé, on regarde certaines drafts. J'ai hâte de vous parler de la draft du jour dont on va parler pour plusieurs raisons. Avant de commencer, bien entendu, le petit instant promo, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur vos plateformes d'écoute préférées ainsi que sur YouTube. De même, le Homera, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux tels que Twitter ou X, Instagram, Facebook, Blue Sky aussi, il faut le noter, j'en parle jamais, TikTok, et je pense que c'est à peu près tout, ce qui est déjà pas mal d'ailleurs. J'ai envie de dire, on va y aller, sans plus tarder. Allez, c'est parti. On s'est fait une draft assez contemporaine, 2015, assez proche de l'époque qu'on suit actuellement, parce que c'était il y a 10 ans seulement. La plupart des joueurs de cette draft sont encore en activité, tout simplement. Là, on va repartir encore plus dans le passé, on va partir sur une année spécifique, c'est l'année 2003. Pour donner un contexte rapide sur mon choix, c'est que je me baladais un peu sur les drafts à regarder et pourquoi les regarder. Et 2003 m'a donné envie pour plusieurs raisons. La première, et on va y revenir un peu plus en détail, c'est qu'on a vu dans ce premier tour beaucoup de joueurs en termes de ratio qui n'ont jamais pu arriver jusqu'au majeur. Je pense qu'on va en reparler en détail. L'autre chose, c'est que c'est pas une draft qui est considérée comme une draft très forte, bien au contraire, puisque même parmi les joueurs qui ont réussi à faire leur trou, on a très peu de stars. Et enfin, pourquoi? Puisqu'il y a des petites anecdotes assez intéressantes, parce que vous le savez, vous pouvez avoir des joueurs qui sont draftés, qui refusent de signer, qui vont par exemple continuer leurs années en amateur à l'université ou autre, avant de se représenter avec de meilleures chances de pouvoir être draftés plus haut. Et on va voir que certains noms très connus ont été draftés lors de cette draft 2003, et n'ont pas signé parce qu'ils ont été draftés très très loin. Enfin bref, asseyez-vous tranquillement, posez-vous un petit thé au gingembre ou que sais-je, si vous êtes un peu malade comme moi, et replongeons-nous dans la draft 2003. Alors 2003, je sais pas pour vous, bon moi j'étais déjà un bon jeune homme, bon j'étais au lycée à l'époque, 2003 je devais être en première je pense. À cette époque-là, si on veut parler culture très rapidement, on est sur l'année où sort le dernier film de la trilogie du Seigneur des Anneaux, le Retour des Rois. Du roi, j'espère que j'ai pas dit des rois. Bref, il y a le dernier Matrix, enfin les deux Matrix, le Matrix Reloaded et le Matrix Revolution qui sortent la même année mais à peu près 6 mois d'intervalle, parce que je me rappelle j'ai vu tout ça au cinéma, pour vous raconter un peu ma vie. Si on veut parler de musique, c'est bien sûr, je pense que c'était sorti en 2002, mais en 2003 c'est tout en haut du Billboard, c'est In Da Club de 50 Cent, on a aussi du Get Busy de Sean Paul pour les plus anciens d'entre vous, mais il faut pas forcément être si ancien que ça, parce que 2003, ça fait quoi, une vingtaine d'années, mais ça veut dire pour autant qu'on est forcément vieux en ayant vécu 2003. Enfin bref, c'était pour le petit contexte, on va dire culturel. Vous voyez bien que ma culture est assez limitée en termes d'exemples, mais voilà, c'est juste pour replacer le contexte très rapidement. Quand on parle de MLB et donc de la draft MLB 2003, il y a un premier constat qui s'impose. Dans le premier tour de cette draft 2003, il y a 8 joueurs de cette draft qui ne vont jamais atteindre les majeurs. Et 8 joueurs qui n'atteignent pas les majeurs alors qu'ils sont draftés au premier tour. Je peux pas vous dire honnêtement, parce que j'ai pas forcément comparé avec d'autres drafts, mais je peux pas vous dire avec certitude que c'est le pire ratio, peut-être pas, mais en tout cas c'est un ratio qui dénote. Ça montre encore une fois que la draft n'est pas une science parfaite, parce qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, d'autant plus en baseball, où il faut aussi prendre en compte le développement et voir comment, lors de cet enchevêtrement d'étages, lors du développement dans le farm system, les joueurs répondent, que ce soit physiquement, techniquement, en progression et surtout mentalement. Je le rappelle, jouer dans les mineurs, c'est aussi un parcours de combattant, même en termes de potentiel économique. Alors attention, là on parle de buzz du premier tour, donc ce sont souvent des joueurs qui ont eu quand même
une signature qui leur a permis d'être plutôt confortables financièrement, en tout cas au début, mais il n'empêche que voilà, les déplacements se font d'une certaine manière. Des fois, lors des déplacements, les hébergements même, alors, la logistique en général se fait d'une certaine manière. C'est beaucoup plus vétuste que ce que l'on pourrait penser. Et donc, avec tout ça à prendre en compte, on a eu plusieurs joueurs qui n'ont pas réussi à faire le cut. Avant d'y revenir, bien sûr, je vais faire comme la semaine dernière, je vais vous donner le premier tour, tout simplement. Je pense que cette fois-ci, on va s'arrêter au premier tour. J'ai envie de noter d'ailleurs, avant qu'on commence, que cette draft 2003, il y avait eu 50 tours. 50 tours de draft. Donc, on va bien sûr pas faire les 50 tours, vous l'imaginez bien, mais là, on va se focaliser sur le premier tour. On va ensuite parler un peu du top 10 et ce qu'ils sont devenus au cours de leur carrière. On va ensuite regarder des joueurs notables dans les tours suivants, etc. etc. Et dans ces joueurs notables, on va pouvoir avoir quelques anecdotes pour finir. Parlons d'abord du premier tour. Et donc, cette draft 2003 a commencé au premier tour par le pick des Tampa Bay Rays. C'est un pick qui aura une forte connotation, on va en reparler un peu plus tard. C'est Delmon Young qui aura été sélectionné en sortie du lycée de Camarillo en Californie. Deuxième position, c'est Ricky Weeks du côté des Milwaukee Brewers. Ensuite, on a eu Kyle Slith du côté des Detroit Tigers. On a eu Tim Stauffer du côté des Padres. Pour finir le top 5, on a eu Chris Lubanski du côté des Royals. On a eu Ryan Harvey en 6ème position du côté des Chicago Cubs. Nick Markakis du côté des Orioles en 7ème position. Paul Maholm par les Pirates. John Danks par les Texas Rangers. Ian Stewart par les Colorado Rockies pour finir le top 10. Ensuite, de la 11e à la 19e position, on a eu donc Michael Aubrey par les Indians, donc Guardians maintenant. Lastings Milledge par les New York Mets. Aaron Hill par les Toronto Blue Jays. Ryan Wagner par les Cincinnati Reds. Brian Anderson par les Chicago White Sox. Jeff Allison par les Florida Marlins, devenus depuis Miami Marlins. David Murphy par les Boston Red Sox. Brad Snyder par les Cleveland Indians. C'était d'ailleurs un pic de compensation. Connor Jackson par les Arizona Diamondbacks. Également un pic de compensation. De la 20e à la 30e place, on a donc Chad Cordero qui a été drafté par les Montréal Expos, parce que je rappelle qu'à cette époque-là, pas encore de Nationals, du côté de Washington, mais on est toujours du côté de Montréal pour encore 2 saisons avec les Expos, ou Expos. Matt Moses a été lui repêché par les Minnesota Twins, David Hartzma par les San Francisco Giants, Brandon Wood par les Anaheim Angels, qui sont devenus bien sûr les Los Angeles Angels. Mais, je veux dire, Anaheim c'est à Los Angeles en gros, enfin c'est la même la même mégalopole, on va dire, ou métropole, je sais pas comment on dit. En gros, c'est comme une commune, si vous voulez, qui est dans la zone. Chad Billingsley en 24e position par les Los Angeles Dodgers. Brad Sullivan par les A's. Brian Snyder par les A's, un pic de compensation. Eric Duncan par les Yankees. Derek Barton par les Cardinals. Carlos Quentin par les Diamondbacks. Mitch Meyer en 30e position par les Royals. C'est un pic de compensation. Et on va finir en fait ce premier tour par les Supplemental First Round Selections. Ce sont des pics en fait de compensation pour terminer ce premier tour. On a donc eu dans l'ordre Adam Miller en 31e position par les Guardians, donc Indians. Matt Merton par les Boston Red Sox. Omar Quintanilla par les A's. Craig Whittaker par les Giants. Luis Atilano par les Braves. Jarrod Saltalamacchia par les Braves. Et Adam Jones par les Mariners. Alors, vous avez pour l'instant là, ces noms, vous n'êtes pas obligé de les retenir par cœur. Dans ces noms-là, il y a des joueurs qui ont quand même réussi à faire une carrière honorable, qui ont réussi à faire leur trou, qui ont même réussi à avoir pourquoi pas des sélections All-Star, peut-être pas des longues carrières, peut-être des longues carrières sans être notées, ou des carrières un peu plus streaky, des allers-retours entre les mineurs et les majeurs, mais avec en général quand même plusieurs années passées dans les majeurs. Et il y a d'autres joueurs pour qui ça s'est moins bien passé. On va d'abord rappeler le top 10 et pour chaque joueur du top 10, je vais vous donner rapidement la bio et comment ça s'est passé pour eux. Et ensuite, on va pouvoir finir un peu de regarder ce qui s'est passé dans ce premier tour et quels sont les joueurs marquants de ce premier tour. En première position, j'ai donc dit, il y avait Delmon Young, qui a été donc recruté par les Tampa Bay Rays. Le cas de Young est assez spécifique, dans le sens où
Voilà, c'est une jeune star du lycée. Et voilà, tous les scouts parlent de lui. Donc ça fait sens qu'il ait été pris aussi haut, tout simplement. Je le rappelle juste, dès qu'il arrive dans les mineurs, il fait quand même son trou assez rapidement. Je rappelle qu'en 2020 en 2005, j'allais dire 2025, en 2005 notamment en double A, alors que c'est sa quoi, deuxième vraie saison dans le circuit pro, il termine avec 20 home runs, 71 points produits et 9 sur 68 d'OPS en 84 matchs, pour une moyenne à la base, je pense, de .336. Donc les MVP de cette Double A League. Et je pense qu'il n'a pas joué tous les matchs, hein, parce que 84 matchs, ça me paraît peu par rapport au nombre de matchs que vous jouez en totalité. Par contre, très rapidement, on va voir des choses qui vont se passer en termes de comportement. Et c'est quelque chose qui va le suivre toute sa carrière. Il va, je pense, on va dire, toucher un arbitre. Alors, c'est bumping an umpire, donc c'est-à-dire que vous l'avez quelque part... je perds mon français, c'est incroyable. Vous l'avez bousculé. Waouh, j'ai eu du mal. Vous l'avez bousculé. À cause de ça, il va avoir une sentence de 3 matchs de suspension. Il va être quand même promu en AAA dès la moitié de cette saison de Ligue mineure 2005. Là-bas, il aura le temps quand même de se montrer également avec 6 home runs, 28 points produits en 52 matchs et surtout une moyenne à la batte de .285. C'est-à-dire que même en AAA, il a l'air vraiment prêt pour aller à l'étage supérieur. Il va être d'ailleurs nommé par Baseball America comme étant le joueur de Minor League de l'année. Et puis, par ce même journal, pour eux, c'est lui le numéro 1 prospect pour la saison 2006. C'est d'ailleurs sa fin, on va dire, c'est d'ailleurs quasiment sa fin de carrière de Minor League, puisque il va jouer encore un peu en Ligue mineure au début de la saison 2006. Et d'ailleurs, elle va avoir une première grosse controverse par rapport à son comportement. Lors de ce match-là, il va avoir un comportement inacceptable après avoir été strike-out. Enfin, je veux dire, il va être appelé out par l'umpire. Il va d'abord refuser de quitter la fameuse base, enfin le fameux marbre, la batter's box comme on l'appelle. Et quand il va finir par quitter cette place-là, et au moment où il repart sur le banc, il va être éjecté pour avoir argumenté, enfin pour s'être disputé on va dire, ou avoir refusé un peu la décision. Et là, il va en fait jeter sa batte. Et en fait, quand il va jeter sa batte, ça va toucher l'umpire. Alors, il va dire qu'il n'a pas voulu le toucher, etc., etc. Et l'umpire va avoir quand même des petites blessures, mais rien de grave. Mais faut quand même se rendre compte que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, quelque chose déjà qu'on ne doit pas faire, qui que ce soit. Mais je veux dire, surtout à l'écho assez retentissant. Bien qu'il va se défendre de l'avoir fait intentionnellement. Le mal est là et il va être, je pense, suspendu pour 50 matchs sans pouvoir être payé. Donc 50 matchs, c'est-à-dire qu'il va louper à peu près 2 mois de compétition. Il va revenir, je pense, fin juin, mi-juin ou fin juin 2006. Ça va pas l'empêcher quand même de finir par entrer dans les ligues majeures, puisqu'il va être appelé par les Rays le 28 août 2006. Si je dis pas de bêtises, ça va bien se passer sans être incroyable, mais surtout la saison 2007 en tant que vraie première année rookie, qui va faire son trou. Il va notamment être deuxième au rookie de l'année en American League, juste derrière Dustin Pedroia. Il va notamment avoir une moyenne à la batte de .288, il va frapper 13 home runs, avoir 93 points produits, et il va jouer tous les matchs de la saison. Donc il va forcément faire partie de la All Rookie Team, je pense qu'à l'époque ça s'appelait la Major League Rookie All-Star Team. Ça paraît bien, il paraît d'être bien lancé dans sa carrière, mais là il va y avoir quelque part un premier changement de destin, mais changement de destin que ce soit pour lui, mais surtout que ce soit pour les Rays. Les Rays vont en fait le trade du côté des Twins, et ils vont le trade avec Brennan Harris et Jason Pridey, si je me rappelle bien, et j'avais noté quelque part, les Twins vont eux envoyer Matt Garza, c'était la principale cible, Jason Bartlett et Eduardo Morlan du côté des Rays, avec aussi de chaque côté des pics, on va dire, des pics de draft. Et ces pics de draft
je l'ai noté, donc laissez-moi reprendre mes notes. Ça va se transformer au cours des années en plusieurs joueurs que l'on a vus du côté des Rays. Je pense à Chris Archer, je pense bien sûr à Tyler Glasnow, à Austin Meadows, Isaac Paredes. Donc tous ces joueurs-là sont un peu des conséquences de ce fameux trade. Donc quelque part, Delmon Young, même si en tant que joueur, il n'aura peut-être pas eu l'impact que l'on pouvait imaginer en tant que premier pick d'une draft, il aurait eu un impact pour une organisation telle que les Rays par son trade, tout simplement. J'ai pas envie de vous raconter toute sa vie, dans le sens où, voilà, il aura eu une carrière, somme toute, on va dire plutôt, entre guillemets, banale. Quand je dis banale, j'essaye pas de minimiser ce qu'il a fait, parce que aller en MLB, c'est le rêve de beaucoup de gens, et ça n'aura pas été une carrière nulle ou quoi que ce soit, hein, attention. D'ailleurs, parmi les highlights qu'on peut lui noter, hein, c'est lorsqu'il était du côté des Tigers, il va être le MVP des ALCS, vous savez, les Conference Series, Championship Series. Bref, à chaque fois je me trompe avec ces noms-là. C'est incroyable. Mais vous m'avez compris, donc c'est l'antichambre des World Series, tout simplement, et il va être donc MVP hein, de cette fenêtre-là. Je rappelle d'ailleurs que comment on appelle ça, les Detroit Tigers de 2012, c'était une sacrée équipe. Ils vont perdre, hein, bien sûr, les World Series, vous le savez, parce qu'ils ont perdu face à cette dynastie des San Francisco Giants, mais vraiment, voilà, c'était une des grosses équipes hein, du début des années 2010. Donc voilà, il a fait une carrière, somme toute, intéressante, mais encore une fois, ces problèmes de comportement ont eu raison hein, de cette continuité de carrière. Je pense notamment en 2012, il va être arrêté pour du harcèlement, et du harcèlement aggravé. Il aurait même proféré des menaces ou des insultes antisémites à cette époque-là. Il va être du coup suspendu. Je sais que plus tard, je pense que c'est en 2016, quelque chose comme ça, et 2016 c'est le crépuscule de sa carrière MLB, d'ailleurs il faut le dire. Il va être aussi impliqué dans un incident où il va carrément étrangler et menacer un valet dans un hôtel à Miami. Donc voilà. Tout ça pour dire que ce joueur a eu voilà, pas mal de problèmes de comportement au fur et à mesure de sa carrière qui lui ont peut-être empêché d'avoir une carrière plus grande qu'elle ne l'a été au final. Voilà pour Delmon Young, il a aussi joué à l'étranger, hein, il a joué en Australie, il a joué au Mexique hein, notamment, je pense même au Venezuela, mais rien d'exceptionnel. Donc voilà, c'est un premier pick de draft, c'est un joueur qui avait un potentiel très 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 intriguant, un joueur qui a montré par flash que ce potentiel était transformable ou en tout cas applicable au niveau MLB, mais malheureusement il n'aura pas pu montrer vraiment l'étendue du talent qu'on lui promettait ou qu'on voyait en lui tout simplement. En deuxième position, on avait donc Ricky Wicks Jr. Lui va aussi avoir une carrière plutôt solide, à défaut d'être exceptionnel. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il arrive avec une étiquette de joueur universitaire star dans une université plutôt mineure de la première division de NCAA. Puisqu'il jouait du côté de Southern University, donc à Baton Rouge, hein, Louisiane. Il fait partie de la SWAC. Et la SWAC, c'est clairement une mid-major, mais ça fait partie des mid-majors les plus faibles en termes de niveau athlétique, notamment au niveau du baseball. Ce qui ne l'a pas empêché de faire deux saisons exceptionnelles, des saisons quasiment all-time en termes de saisons individuelles. En 2002, en tant que sophomore, il va avoir une moyenne à la batte de .495. Quasiment un at-bat sur deux est un coup sûr pour lui sur cette saison. Il faut se rendre compte de la folie de la chose. Il va finir avec 20 home runs et il va gagner donc le fameux batting title, hein, forcément, de la NCAA première division. Je pense que c'est difficile d'avoir quelqu'un au-dessus de ça. La saison suivante, en tant que junior, donc l'année où il est éligible pour la draft, encore une très grosse saison statistique, .480 de moyenne à la batte, donc on est quasiment au même niveau. Il va encore avoir bien sûr le batting title. Il va d'ailleurs finir du coup avec la plus grosse moyenne à la batte dans l'histoire de la NCAA. Tout simplement. Avec une moyenne à la batte, je pense, de .465, quelque chose comme ça.
Il va du coup, du fait de ses grosses performances individuelles, puisque Southern University n'est pas une université que vous allez voir souvent dans le tournoi national malheureusement, mais lui ses saisons sont tellement exceptionnelles et surtout la confirmation d'une saison exceptionnelle par une autre saison exceptionnelle vont lui permettre de récupérer le Golden Spikes. Hein, je le rappelle, c'est le fameux trophée pour le meilleur joueur amateur. Et pourtant il avait des concurrents, que ce soit au niveau universitaire mais aussi au niveau lycéen, des jeunes lycéens, des jeunes loups comme un certain Max Scherzer par exemple. Mais bref, il va donc être récupéré deuxième, hein, comme je l'ai dit, de la draft 2003 par les Brewers. Et il va avoir en fait tout simplement, comme j'ai dit, une carrière assez solide. Rien d'exceptionnel à noter. On peut le dire, c'est quelqu'un qui va prendre son temps pour vraiment progresser. Du côté des Brewers, il va y rester 6 ans, si je dis pas de bêtises. Je pense que ses débuts en MLB, c'est dès le 15 septembre 2003, donc c'est direct, tout simplement. Mais faut savoir que même si ses débuts, c'est dès le 15 septembre 2003, il va faire quand même pas mal d'allers-retours entre les mineurs et les majeurs. Et il va vraiment devenir un joueur à plein temps des Brewers en termes de majeurs que à partir de juin ou juillet 2005. Voilà. J'ai pas envie de rester trop longtemps sur lui parce que c'est pas forcément le joueur dont l'histoire va nous intéresser le plus en termes de carrière. Il a une carrière solide, hein. Comme j'ai dit, les Brewers, ça s'est bien passé et il a fait le plus clair de sa carrière, hein. Je pense qu'il y reste jusqu'en 2014 au final. Je crois que j'ai dit 2009, mais bien sûr c'était une bêtise comme souvent, mais c'est jusqu'en 2014 qu'il y reste. En 2011 d'ailleurs, il est All-Star, c'est à noter. Donc voilou. Après, il va partir du côté des Mariners de Seattle. Il va aller après chez les D-Backs en 2016 et il va finir chez les Rays en 2017 en tant que vétéran. Donc voilou. J'ai pas envie encore une fois de rester trop longtemps sur lui parce qu'il n'y a rien d'incroyable à noter. C'est-à-dire que pour un deuxième choix de draft, peut-être que ses achievements ne sont pas exceptionnels, mais au moins il a eu une carrière somme toute solide. Hein, voilà, ça fait quand même. On va peut-être pas compter 2003-2005 vu que c'était pas clairement en continu, mais 2005 à 2017, c'est-à-dire 12-13 saisons en MLB, en ayant un rôle au moins dans la rotation du line-up, voire des fois un rôle de titulaire ou un rôle important. Donc voilou pour Ricky Wicks Jr. Et j'ai envie de passer du côté du troisième. Le troisième, c'était le pitcher droitier de Wake Forest, Kyle Sleeth. Sleeth fait clairement partie de ces what if, hein, tout simplement. C'était un pitcher qui a pris, comme souvent, comme on le voit en college baseball, son temps entre une année freshman où il était plus là pour apprendre, hein, même si son coach de l'époque lui a quand même laissé un peu plus d'espace que ce qu'on voit en termes de pitching en général pour des freshmen. Il avait terminé la saison donc 2001 du côté de Wake Forest en tant que freshman avec un IRA de 5.08. Mais dès la saison suivante et après un passage en Summer Bowl du côté de la Cape Cod Baseball League, hein, ce qui lui a fait le plus grand bien, il est devenu ce pitcher dominant, un pitcher qui est d'ailleurs maintenant au Hall of Fame de Wake Forest d'ailleurs, puisqu'il avait réussi à avoir que des victoires sur sa saison 2002, donc sa saison sophomore, 14 victoires, 2,87 d'IRA et quasiment 120 manches lancées. Et ensuite, en 2003, il revient pour une autre année de domination, avec 7 victoires, 3 défaites. Il va d'ailleurs en fait enchaîner les victoires jusqu'à arriver à un point culminant. Pour être clair, il va réussir à avoir 26 victoires consécutives, donc à cheval sur ces 3 saisons. À Wake Forest, et donc du coup il a comment je peux dire ça, il a égalé un record, hein, au niveau du college baseball, puisque 26 victoires consécutives. Il n'y a qu'un seul autre joueur dans l'histoire du college baseball qui l'a réussi, c'était Scott Nielsen du côté de BYU à la fin des années 70 et début des années 80. Il va d'ailleurs être appelé, hein, Kyle Sleeth, parmi les finalistes, hein, du Golden Spikes. Il va pas l'avoir, mais il va être quand même appelé, ce qui montre qu'à cette époque-là il était clairement l'un des top prospects, si ce n'est le top prospect pitcher de cette saison. Et c'est pourquoi, hein, les Orioles, je dis les Orioles, n'importe quoi, les Tigers. Et pourquoi je dis les Orioles, lapsus révélateur. Les Orioles l'avaient en fait drafté en 2000, à sa sortie de lycée. Mais je pense assez loin, quelque chose genre, je sais plus, j'avais lu mais je me rappelle plus, je vais pas vous mentir. Mais genre 20e tour ou 15e tour, enfin aux alentours du 15e, 20e tour on va dire.
Et bref, il avait décidé de prendre plutôt sa chance et suivre son commit universitaire du côté de Wake Forest avant donc de retenter sa chance, et bien lui en a pris en termes de position, puisqu'il a été récupéré en troisième position de la draft 2003 par les Tigers. Maintenant, tout simplement, sa carrière va avoir un tournant assez court et malheureux, puisqu'il ne va jamais dépasser le niveau du double A en fait. La faute notamment à des blessures consécutives et notamment une fameuse Tommy John, hein, il aura la chirurgie Tommy John en 2005 si je dis pas de bêtises, donc il va louper 2005 et une partie de 2006 et il va du coup annoncer sa retraite dès 2008. 2008, il avait quoi? Il avait 26 ans à cette époque-là, donc vraiment une carrière qui n'aura jamais pu se lancer, jamais pu décoller, il n'a pas dépassé le niveau des ligues mineures. Mais voilà, c'est le type d'événement, le type d'exemple que l'on peut voir malheureusement en termes de college baseball, enfin pardon, en termes de baseball et de draft. Il y a des joueurs malheureusement au vu des blessures et de l'historique de blessures, ils ne peuvent pas montrer ce dont ils sont capables et leur carrière touche fin prématurément. Voilà, voilà. Un autre pitcher va être sélectionné en quatrième position, c'est Tim Stauffer. Tim Stauffer, il est récupéré par les Padres et à sa sortie de collège au niveau de Richmond. Richmond, c'est assez marrant parce que pour ceux qui sont vraiment attentifs à ce que je fais et comment je poste, et la location souvent des choses que je poste, bah Richmond en Virginie, c'est une ville où j'ai certaines attaches. Hein. J'y vis souvent, enfin j'y suis souvent la plupart des week-ends quand je suis pas d'ici. Et des fois même sur des périodes un peu plus longues pour raconter ma vie. Mais bref, Richmond, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont une fac, hein, c'est une fac privée, et ils ont un aspect athlétique très important. En fait, dans la ville de Richmond, il y a deux facs. Il y a la fac la plus connue qui est VCU, la fac publique. Ils ont d'ailleurs un grand, on va dire une sorte de grand establishment au niveau médical, VCU. Et ils ont donc la fac privée de Richmond. Les deux sont dans la même conférence, ils sont en A10, hein, Atlantic 10. Et donc c'est plutôt des mid-majors bien entendu. Et VCU, vous allez souvent entendre parler d'eux, peut-être un peu moins ces dernières années, mais ils sont souvent là au tournoi national. Richmond c'est beaucoup moins le cas, même s'ils en ont fait hein, des tournois nationaux, mais c'est la fac de Richmond qui est la plus forte en termes de college baseball, historiquement c'est VCU. Voilà pour la petite aparté. Revenons à Tim Stauffer. Donc à Richmond, il va faire des grosses performances, meilleur pitcher de sa conférence notamment. Je pense qu'il avait été deux fois de suite d'ailleurs, hein, si j'ai pas de bêtises. Je pense qu'il avait été meilleur pitcher de sa conférence et en tant que sophomore et en tant que junior. Il avait d'ailleurs établi des records hein, dans la A10. Le nombre de victoires 15, le nombre de strikeouts 140 pour sa saison sophomore. Donc voilà, Voilou, il avait un IRA de 1.54, donc c'était assez exceptionnel. Je pense que l'année junior d'ailleurs, il bat encore son propre record en termes de strikeout, donc il bat le record all-time de strikeout dans la A10 à cette époque-là, en battant son propre record sur l'année suivante. Je pense d'ailleurs que cette année-là, il réussit à finir 10 matchs, à lancer pour 10 matchs complets en fait. Voilà, donc c'est un All-American en termes de college baseball, forcément, et donc une grosse star du college baseball, ce qui lui vaut d'être sélectionné assez haut. Un geste va notamment voilà, highlight un peu l'intégrité du joueur et l'honnêteté du joueur et de son agent lors de la draft 2003. Donc comme je l'ai dit, ils sont sélectionnés par les Padres, mais il faut le savoir, à sa sortie de collège, donc avant la draft, il ressent pas mal de douleur au niveau, je pense, de son épaule. Et je pense qu'Inirem va même dévoiler qu'il y a des problèmes au niveau donc ligamenteux hein, de son épaule, au niveau de tout ce qu'on appelle joint. Et ils vont être honnêtes avec les Padres, et notamment avec le scouting director et donc le front office, on va dire, des Padres, en leur fournissant toutes les informations pour être le plus clair et transparent possible. La résultante, c'est qu'il va signer pour une part bien moindre hein, du bonus quand on est à une telle position, hein, en comparaison. Mais les Padres vont retenir ce geste et vont vraiment apprécier cette honnêteté. Je pense que c'est clairement pas quelque chose qui est obligatoire, bien au contraire, et on pourrait imaginer des joueurs plutôt passer ce genre de choses sous silence pour être sûr d'être sélectionné et d'être signé avec un bon bonus, une bonne part du bonus pool, surtout en tant que top prospect. Donc c'est à noter. Et malheureusement, ces premières saisons vont être aussi, hein, comme pas mal de gens malheureusement, highlight par les blessures. Si je dis pas de bêtises, il va avoir la chance
de jouer une première fois pour les Padres, je pense en 2005. Euh, En 2005, il va avoir voilà, son premier, son premier start. Maintenant, il va plutôt faire pas mal d'allers-retours entre la Triple A et les Padres entre 2005, 2006 et 2007. Rien de transcendant à cette époque-là, et surtout, il va se blesser et avoir une chirurgie en 2007. Cette chirurgie va lui faire louper toute la saison 2008. Il va repartir d'un échelon inférieur à la triple A, parce qu'il va repartir en double A, notamment pour cet aspect réhab en 2009 et pouvoir revenir à un certain niveau. Ensuite, il va avoir un premier vrai stint, hein. Il va être appelé dans les majeurs en juillet 2009. Et entre juillet 2009 et la fin de saison 2009, il va avoir quand même 14 starts avec un IRA de 3,58. 2010, on va le voir travailler plus en sortie de bullpen, tout simplement. En sortie de bullpen, en 9 apparitions de bullpen, il va avoir un IRA exceptionnel, un 0,49 d'IRA. Mais vous savez, quand vous êtes releveur, l'IRA peut à la fois être très gonflé, à la fois très bas, puisque vous avez beaucoup moins de manches pour alimenter cette marque, tout simplement. Et ensuite, il va pouvoir starter, je pense, dès le mois de mai. Malheureusement, je pense que il va starter dès le mois de mai, mais juste après, il va avoir une appendicite. Donc vraiment, la malchance. Il va du coup être mis de côté malheureusement du fait de l'appendicite pendant quelques mois. Et il va revenir d'abord en travaillant dans le bullpen et en sortant du bullpen, et ensuite en tant que starter, pour avoir au final une fiche intéressante, 1,85 d'IRA, 61 strikeouts, 24 buts sur balle en un peu plus de 82 manches lancées. Donc entre son alternance entre starter et bien sûr, comment on appelle ça, entre starter et releveur, tout simplement. Donc j'ai dit 2009, mais cette partie-là dont je viens de parler, en fait, on va dire c'est à cheval. 2009, ça a été donc ses 14 starts, et 2010, c'est vraiment cette partie où il fait bullpen et start. Je dis ça parce que j'ai l'impression que j'ai déjà oublié un peu ce que j'ai dit juste avant, ce qui est assez grave. Il va faire l'opening day en 2011, il va faire partie de la rotation, là ça va être une saison complète, très, très bonne, complète. 9 victoires, 12 défaites en termes de record, mais 373 d'IRA sur 185 manches lancées, un peu plus, 128 strikeouts contre 58 buts sur balle concédés. On arrive à la fin de son contrat, de son deuxième contrat avec les Padres, et pour éviter l'arbitration, la fameuse arbitration, il va être d'accord avec eux pour un contrat d'1 an et 3,2 millions de dollars. Il va être encore de l'opening day roster, mais il va avoir une nouvelle blessure. Donc, en étant blessé, il va avoir déjà une saison qui est très très très, comment on peut dire ça, très très faible en termes d'apparition, puisqu'il va avoir un seul start, si je dis pas de bêtises, et je pense que c'était en mai. Ensuite, en août, carrément, il va avoir une autre chirurgie. Donc, il va quitter, en fait, entre guillemets, les Padres en tant qu'agent libre, puisque vous savez, soit à la fin de cette arbitration, vous pouvez faire ce qu'on appelle une tender offer. Donc vous pouvez en fait reproposer une sorte d'offre vis-à-vis de ce contrat d'1 an pour l'arbitration, ou vous pouvez simplement laisser le joueur libre, et lui il a été laissé libre, et donc il était free agent à la fin de la saison 2012. On va pas non plus raconter toute sa vie dans le détail, mais il va revenir du côté des Padres via un contrat de minor league. Il va être la plupart du temps en AAA, mais il va être appelé de temps en temps chez les Padres en termes de major leagues. Et au final, on va le retrouver sur, on va dire, la deuxième partie ou même fin de carrière du côté des Twins en 2014. Malheureusement, des blessures vont encore l'embêter. Et ensuite, du côté des Mets en 2015 pour un contrat de minor league, mais il va pas jouer beaucoup. Il va jouer clairement sur la partie septembre de cette saison-là des Mets. Je rappelle, les Mets en 2015, ils vont au World Series, et il fait pas partie du roster de post-saison à partir du 12 octobre, quelque chose comme ça. Je pense qu'il est designated for assignment, en gros, à cette époque-là. Donc voilà. Et puis son dernier stint, c'était pas incroyable, puisqu'il avait eu un IRA de 7,94
en 5 apparitions du côté des Mets, mais encore une fois, en tant que releveur, comme je l'ai dit, ça peut gonfler assez rapidement dans un sens ou dans l'autre quand vous n'avez pas assez de matière, en fait, vous n'avez pas lancé assez de temps. Voilà, voilà, c'est clairement la fin de sa carrière puisqu'il va signer avec les Diamondbacks en décembre, vous savez, pendant la off-season en décembre 2015, mais il va être relâché avant l'opening day 2016. Donc voilà, voilà. Donc clairement, c'est une carrière qui a été minée lui aussi par les blessures, ce qui lui a empêché de vraiment pouvoir s'affirmer, lui qui avait quand même du talent, parce que la plupart de ses stints ont été intéressants en majeur, mais c'est juste qu'il n'a pas pu avoir de continuité véritable. Voilà, voilou. En cinquième position, ça va être très rapide parce que j'ai pas réussi à avoir beaucoup d'informations sur lui, mais c'est le deuxième, on va dire, gros bust de cette draft, c'est Chris Lubanski, de son nom complet Christopher Sebastian Lubanski. Lui en fait sortait de high school où il avait été très performant. Il avait été d'ailleurs élu Gatorade High School Baseball National Player of the Year, ça c'était en 2003. Récupéré donc en cinquième position, mais il ne va jamais atteindre les majeurs. Voilà, il a commencé donc son long parcours, enfin son long parcours, ça n'a pas été si long que ça, mais son périple dans les mineurs à l'âge de 18 ans, et malheureusement il n'a jamais réussi à s'extirper des mineurs. Il fait donc partie de ces fameux busts, c'est-à-dire ces joueurs qui n'ont même pas eu l'occasion de au moins faire une apparition en majeur. Donc comme j'ai pas beaucoup d'informations sur lui, je ne le connais pas plus que ça, je peux juste vous dire que c'était un joueur de champ extérieur, hein, un outfielder, et que vraiment c'était le gros joueur sur lequel beaucoup de scouts mettaient beaucoup d'espoir, on va dire, pour faire une sorte de français un peu bizarre. Donc voilà, Chris Lubanski, et c'est pas le dernier bust de ce premier tour de la draft 2003 au passage. Au passage, j'ai eu un petit problème de micro. Je sais pas si ça va bien s'entendre, je vais réécouter au montage, mais je pense qu'il va y avoir un petit problème de micro, notamment sur ce passage sur Chris Lubanski. Espérons que ce soit que ce passage-là, parce qu'en plus il était assez court, mais si ça prend plus de temps, enfin si c'est sur une plus longue plage, je m'en excuse par avance. Et on enchaîne directement avec le numéro 6, qui est là aussi un joueur qui aurait été un bust, hein, qui n'aura même pas réussi à atteindre les majeurs. Il va faire lui pour le coup un vrai long stint dans les mineurs, puisque à sa sortie, comment on appelle ça, à sa sortie de high school, Ryan Harvey va donc être récupéré par les Cubs. Lui aussi est un outfielder de talent, hein, comme j'ai dit, sorti de high school. Dundee High School en Floride. La Floride, c'est souvent un vivier important de joueurs de baseball. Il arrive donc du côté des Cubs. Il commence son long parcours du combattant dans les mineurs, puisque entre 2003 et ses 18 ans et jusqu'à 2013, dans des ligues indépendantes du côté d'Atlanta, je pense que c'était Lancaster. Non, ça n'a aucun rapport avec Atlanta. Je voulais dire du côté de l'Atlantic League. Je sais pas pourquoi je dis Atlanta. Il faut m'excuser. Avec Lancaster, il va passer 10 ans en fait dans les différents niveaux de l'antichambre des majeurs, pour faire simple. Clairement, il va pas pouvoir montrer beaucoup de choses. Il va avoir des opportunités. C'est pas comme si tout se joue qu'à un problème de blessure. Il aura des blessures, il aura d'autres tout simplement problèmes qui vont lui faire perdre du temps. Par exemple, je peux vous dire qu'entre 2004 et 2008 quasiment, il ne va jamais dépasser le High A. Il va même pas atteindre les Double A en termes de ligue mineure. C'est-à-dire que il va rester assez loin même d'être visible pour une chance de se rapprocher des ligues majeures. Il va commencer à partir de la mi-2008 à toucher un peu plus de la Double A. En 2008, malheureusement, il va avoir un ralentissement même après avoir touché un peu de Double A. Et on va clairement ne plus entendre parler de lui alors que c'était un des très hauts prospects. Comme je dis, il va finir en 2013 dans l'Atlantic League, qui est une ligue indépendante. Mais voilà, donc entre ses 18 ans et ses 28 ans, malheureusement, ce n'est que de la ligue mineure. Ce qui est assez difficile pour un top prospect. On peut continuer directement, on va parler par contre là d'un joueur qui est bien plus connu, je pense que là ça va certainement vous dire des choses, c'est bien sûr Nick Markakis. On l'a connu même jusqu'à récemment, parce qu'il a pris sa retraite, c'était quoi? C'était lors de la saison du Covid si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, il était encore chez les Braves de mémoire.
Et d'ailleurs, rien qu'en 2018, donc il n'y a pas si longtemps que ça, il avait réussi à être All-Star, il avait réussi à avoir le Silver Slugger Award. Donc vraiment un joueur qui a été important, qui a su compter. Et pour le coup, sa position de draft fait largement sens quand on y pense bien. Même si, comme pour plusieurs joueurs en général, ce n'était pas la première fois qu'il était drafté. Puisque je le rappelle, il a d'abord été drafté en 2001 par les Reds, mais là beaucoup plus loin, 35e tour. Et c'était à sa sortie de Woodstock High School en Géorgie. Il a préféré partir en JUCO, donc en Junior College, je vous en ai parlé assez souvent du JUCO. Il est parti à Young Harris. Là-bas, il était un two-way player. Enfin, même au lycée, c'était la même chose. C'était un two-way player. Un outfielder et donc un lanceur. En tant qu'outfielder, notamment du côté de Young Harris, il va être incroyable au niveau offensif. 21 home runs, 92 points produits et une moyenne à la batte de .439. Donc bien sûr, c'est à pondérer par rapport au niveau auquel il jouait, la concurrence, la confrontation, etc., etc. Mais malgré tout, c'est à noter. Et pareil, en tant que pitcher, c'était 1.68 d'IRA, 12 victoires, aucune défaite, le tout en 15 matchs. Donc il a clairement marqué de son empreinte le JUCO, parce qu'il a été 2 fois, je pense, joueur de l'année au niveau du JUCO, mais de la zone Georgia, donc la zone Géorgie. Il a été aussi joueur national de JUCO en 2002. Et je pense qu'il a été le meilleur joueur de JUCO, mais de la NJCAA, donc de l'organisation principale, l'organisation la plus haute en termes de niveau du JUCO, en 2003. Donc il a clairement marqué et fait du bien à ce niveau-là qu'est le JUCO. Et donc on va le retrouver sélectionné assez haut, puisqu'il est sélectionné par les Orioles en 7ème position. Et il faut le noter, les Orioles sont à la base intrigués par son potentiel de pitcher, ça c'est vrai, mais par contre, eux, ce qu'ils veulent, ou ce sur lequel ils veulent insister, c'est sur ce qu'il est capable de faire au niveau de sa batte, tout simplement. Donc, ils vont plutôt le développer en tant que frappeur, on va dire, et il va suivre un parcours assez logique et normal quand on parle de minor leagues. Il va y passer à peu près 2-3 saisons, on peut dire ça. Il va d'ailleurs faire le premier spring training directement avec les Orioles en 2006. Donc quelque chose assez intéressant. Il va faire partie de l'Opening Day roster. Il va faire son premier match officiel avec les Orioles, donc le 3 avril 2006. On peut avancer un peu dans le futur, parce que là, pour le coup, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Sur sa rookie saison, donc sa saison 2006, il finit avec 16 home runs, 62 points produits, 2 bases volées en 147 matchs, pour une moyenne à la batte de .291. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Si je dis pas de bêtises, c'est surtout sa défense qui va encore le plus impressionner. Si je dis pas de bêtises, d'ailleurs, on va y revenir un peu plus tard, mais je pense qu'en général... Je pense que c'est un joueur Markakis qui avait donc le record de matchs consécutifs pour un outfielder sans faire d'erreur. Et je l'ai noté, je vais le relire, je le lis en direct pour vous. 398 matchs consécutifs sans faire une erreur en tant qu'outfielder. Donc clairement, sa défense était top tier. Son offense n'était pas non plus en reste en soi. Même si, sa carrière en général va être très solide. Vraiment, c'est un joueur très solide. C'est le genre de joueur qu'on veut avoir dans un roster pour aller loin. C'est peut-être pas la star, entre guillemets, mais il peut prendre ce rôle de star. Mais c'est clairement un joueur, plus un glue guy. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. J'aime bien ce mot de glue guy. Il va avoir des très très bonnes saisons en général. Et il va donc passer ses 8 premières saisons du côté des Orioles. Et ensuite, il va passer ses 6 dernières saisons du côté des Braves. Avec du côté des Braves, comme je l'ai dit, encore une fois, Silver Slugger en 2018, All-Star en 2018, mais comme je ne l'ai pas dit, également Gold Glove en 2018. Donc 2018, c'est une grosse saison pour lui. 2011 et 2014, il sera également Gold Glove, mais du côté des Orioles cette fois-ci. Et à noter, il avait joué avec la Grèce, si je dis pas de bêtises, en termes de baseball international. Donc voilà, Nick Markakis, ça a clairement été pour le coup une des satisfactions de cette draft 2003 quand on parle du premier tour.
En huitième position, à cette année-là, cette draft-là, on avait donc les Pittsburgh Pirates qui ont récupéré donc Paul Maholm en sortie de Mississippi State. Donc là encore, c'est un lanceur. Cette fois-ci, c'est un lanceur gaucher. Paul Maholm, clairement Mississippi State, il fait trois très très bonnes saisons, plutôt un starter. Euh, D'ailleurs, c'est ce qu'on va retrouver quand il va commencer avec Pittsburgh. Malheureusement, il va être un peu voilà, retardé dans sa progression puisque en 2004, il va pas avoir de chance. Il va recevoir un line drive directement dans la face. Ça va être assez compliqué parce qu'il va avoir non seulement le nez cassé, mais également son orbite gauche également quasiment brisée. Donc ça va être une chirurgie et donc forcément un retard pour commencer. Il va quand même commencer dès 2005 pour les Pirates. Il va avoir de très bons chiffres sur ces quelques matchs pour se mettre en jambe en 2005, avec notamment un IRA de 2,18. En 2006, là, clairement, il fait partie de la rotation. Il a une saison assez moyenne, on va dire, avec un IRA de 4,76 sur 176 manches lancées. Son problème, c'est clairement son walk rate, puisqu'il va, en termes de totaux, concéder 81 buts sur balle sur cette saison-là. D'ailleurs, je pense que c'est son record en carrière, son mauvais record en carrière, on va dire. Et puis voilà, on va dire que clairement, c'est pas le gros pitcher, mais c'est un pitcher qui a su s'installer clairement dans la rotation des Pittsburgh Pirates. En témoigne sa fameuse année 2008, je pense que c'est sa meilleure saison, ou l'une de ses meilleures saisons en tout cas, puisqu'il termine avec un IRA de 3,79 avec surtout 206 manches lancées. Donc vraiment là, grosse année pour lui. On peut noter quelques milestones, puisque vous savez que jusqu'à récemment en National League, les pitchers devaient aussi se montrer à la batte. C'est très récemment qu'on a eu le DH universel. Et donc il va réussir son premier home run lors de la saison 2009. Et d'ailleurs c'est contre les Mets. Merci. Souvent les Mets on est là pour aider à ce genre de choses. Mais bref, cette saison-là, c'est une saison un peu en dents de scie au niveau pitching, 4,44 d'IRA, toujours un gros work rate, c'est un peu son talent d'Achille, mais moins que cette fameuse saison où il avait terminé avec 81 buts sur balle concédés. 2010, ça va être aussi une saison à oublier pour lui, parce qu'il va avoir un IRA de 5,10. 2011, 3,66 d'IRA, si je dis pas de bêtises. Mais par contre, en termes de win-loss, il finit en 6,14. Et ensuite, il va partir du côté des Cubs, puisque là, il est free agent à la fin de la saison 2011. Il va signer juste un an du côté des Cubs. Je pense qu'il y avait une team option pour l'année suivante. Et il va être solide. 9 victoires, 6 défaites, 374 d'IRA en 20 starts. Sachant que il va quitter les Cubs en cours de saison 2012, puisqu'il va être trade du côté des Braves. Du côté des Braves, ça va être un peu moins bon en termes d'IRA. Il finit avec 4,14 sur cette partie-là de la saison. On peut noter également qu'il va être du côté des Dodgers. Du côté des Dodgers, rien d'impressionnant. Il va finir avec notamment un IRA de 4,84 sur la saison 2014. La saison 2014, qu'il ne finit pas, puisqu'il se blesse, je pense en août à cette époque-là. Puis, pour finir, il aura un petit stint du côté des Reds, où il va plutôt travailler avec un contrat de ligue mineure et se battre pour une place en sortant de bullpen. Ça va pas bien se passer pour lui, parce qu'il va être libéré le 30 mars. Et en étant libéré le 30 mars, je pense que sa carrière se termine officiellement en termes de MLB. Et donc sa dernière apparition en MLB, c'est ce fameux mois d'août 2014, avant qu'il se blesse. Donc il était du côté des Dodgers. On peut le dire rapidement, son IRA en carrière c'est 4,30, donc assez moyen entre guillemets. Il a un win-loss record de 77-100, donc c'est pas ouf. Et il finit avec 984 strikeouts sur sa carrière. Ça aurait été un joueur qui aurait été solide par moment, avec une saison 2008 très intéressante et des bouts de saison aussi très intéressants sur le début des années 2010. Mais rien qui lui a permis de vraiment faire son trou en tant que référence en termes de starter. Voilou. En 9ème position, le deuxième et dernier lanceur gaucher de ce top 10, c'est John Danks. J'ai l'impression que c'est un peu un miroir
peut-être ouais, c'est une sorte de miroir de Paul Maholm dans le sens où il aura une carrière, voilà, accompagnée de blessures. Il aura été solide par moments, mais jamais transcendant. D'ailleurs, il est sélectionné donc en 9 position par les Rangers, hein, en sortie de high school pour le coup. Mais il ne jouera jamais pour les White Sox, si je dis pas de bêtises. Je réfléchis en même temps. Peut-être que je dis une bêtise parce que je dis White Sox, mais c'est le spoiler. Je voulais dire pour les Rangers. Il ne va jamais jouer pour les Rangers en termes de majeur, puisqu'il va être trade dès la saison 2006 en tant que prospect du côté des White Sox contre Brendan McCarthy et David Paisano. Donc c'était en décembre 2006, lors de l'intersaison 2006-2007. Donc voilà, je me suis un peu, voilà, j'aurais dû tourner 7 fois ma langue avant de parler des White Sox ou des Rangers, mais tout ça pour dire que du côté des White Sox, c'est là où il va faire ses débuts en MLB, c'est en 2007. Il va très rapidement être KO hein, sur cette saison, il va pas beaucoup jouer. Ils vont plutôt prendre leur temps pour voir si il peut voilà, être beaucoup plus endurant, et c'est ce qui va se passer en 2008. 2008, si je dis pas de bêtises, c'est une très bonne saison, peut-être même sa meilleure saison statistique. Ça sera vérifié, mais pas loin. Il a 3.32 d'IRA en tant que starter. C'est le 5e meilleur IRA de la ligue sur la saison 2008 en American League. Hein. 1.23 de whip, 33 starts. Voilà, ça a été une grosse saison pour lui, très clairement. Il aura peut-être pas réussi à lancer 200 manches, mais voilà, il sera pas loin, il finira avec 195 manches. Donc clairement, c'est une saison à la limite d'une saison All-Star, entre guillemets, hein, si on veut un peu comparer ce que ça pourrait être pour un pitcher en général. Il ne sera pas un All-Star, mais en tout cas, ça aurait été, voilà, clairement sa meilleure saison. 2009 reste aussi une très très bonne saison. Et j'ai envie de dire que 2010 reste aussi une bonne saison. 2009, c'est un peu moins bien en termes d'IRA, c'est 3,77, mais surtout en termes de manches lancées, c'est un peu plus de 200 manches lancées. En 2010, il va réussir quelques carry highs. Par exemple, il va lancer 213 manches. Il va avoir 162 strikeouts réussis. Et il va obtenir 15 victoires. 2011, par contre, là, il se blesse. Il se blesse, et donc sa saison aussi s'en ressent. Il y a moins de manches lancées, quoique ça reste assez solide en termes de manches lancées. Son IRA aussi baisse, 4,33 d'IRA. On ressent, voilà, une sorte de descente dans ses standards, et clairement, il ne va jamais vraiment retrouver la forme que l'on l'a vue entre 2008 et 2010. Donc le reste de sa carrière, ça va être assez quelconque, malgré le fait qu'il aura signé un très beau contrat avec les White Sox en 2011, du coup, 65 millions de dollars sur 5 ans. Il va être blessé en 2012. Dès le mois d'août, il va pas pouvoir donc revenir, si je dis pas de bêtises. En 2013, là aussi, il va jouer, mais ça va pas non plus être folichon. Je pense que c'est à peine 9 starts, c'est un IRA de 5,70, il va le lancer que pour 50 et quelques manches, si je dis pas de bêtises. On peut noter que j'avais lu quelque chose, c'est juste à noter hein, pour ceux qui aiment bien les petites histoires comme ça, mais je pense que il a joué avec son frère, Jordan Danks, pour 2 saisons, et donc en 2013, Jordan Danks, donc son frère, va réussir un home run qui va leur permettre de passer devant et de finir par gagner. Donc c'était la petite histoire pour faire un petit coucou aussi à son frère. Mais voilà, clairement, la carrière de Danks est déjà, entre guillemets, derrière lui, ce qui est assez, entre guillemets, triste. Et il va finir par faire quelques saisons un peu plus quelconques. 4,75 IRA en 2014 notamment, par exemple, ou 4,74, je me rappelle plus exactement, mais dans ces eaux-là. En 2015, il va avoir 4,71 d'IRA. Et en 2016, il va être DFA, tout simplement. Et DFA, pourquoi? Parce qu'il avait commencé sa saison avec un IRA de 7,25. On va le retrouver assigné un contrat de ligue mineure après donc son long passage du côté des White Sox. C'est avec les Braves en intersaison 2016-2017, mais il va être relâché avant l'Opening Day 2017, et du coup, sa carrière va également se terminer là. Il aura fait quand même 8-9 saisons, entre guillemets, au total en MLB.
Son dernier match, c'est donc du coup le 28 avril 2016 avec les White Sox. Le clair de son temps, ça sera avec les White Sox. Hein. Sa carrière MLB, c'est clairement qu'avec les White Sox. Mais voilà, ça aurait été un joueur qui par moment aura été très solide dans la rotation, comme j'ai dit. On se rappelle, 5e meilleur IRA de la saison 2008 en AL. Mais ça reste un joueur de rotation solide à défaut d'être star, et il n'aura pas pu avoir la carrière qu'on pouvait lui espérer avec une telle position à la draft. Et on finit notre top 10 avec un joueur qui aura eu un passage pas très remarqué en MLB et qui était pourtant un gros prospect en sortie de high school. C'est Ian Stewart. Il va être donc sélectionné par les Rockies en 10e position à sa sortie de La Quinta High School en Californie. Il va très vite montrer de très bonnes choses, de très bons flashs, de très belles promesses de son potentiel en 2004. Il va d'ailleurs être à cette époque-là ranké 4e meilleur prospect dans le baseball. Hein. D'ailleurs, des gens comme Delmon Young, Joe Mauer, vous savez, le receveur historique et star des Twins, et Félix Hernandez. Mais malheureusement, il ne va jamais réussir à répondre aux attentes, tout simplement. On peut dire ça. Dès son année 2005, il va être du côté des high A, et là-bas ça va être un peu compliqué même en termes de start. Par contre, il va bien finir son année high A. En AFL, il va donc du coup se montrer quelque peu, sans pouvoir non plus être incroyable, puisqu'il va d'ailleurs être blessé, hein, si je dis pas de bêtises. Il va malgré tout être appelé, hein, invité par les Rockies pour le Spring Training 2006. Et il va se montrer à cette époque-là. Du coup, ils vont décider de le mettre en Double A, hein, lui faire passer l'étape Double A. En Double A, il va bien commencer, puis après il va avoir un slump, puis après il va avoir une blessure, donc là encore des choses qui vont le ralentir. En 2007, il fait partie du 40-man roster en août 2007 pour les Rockies. Et il va donc du coup faire son premier match le 11 août 2007 pour les Rockies. Rien de transcendant en soi, c'est un joueur qui au final, tout au long de sa carrière, ne va pas montrer des choses exceptionnelles. Il va avoir des stints, des petits moments exceptionnels. Il va encore une fois montrer quel joueur il aurait pu être de manière disparate. En 2008 par exemple, il va être rookie du mois, pardon, pas rookie de l'année, rookie du mois, je pense que c'était au mois de juillet 2008. Sur ce mois-là, il termine avec une moyenne à la batte de .432, avec un home run, 5 doubles, 8 runs scorés, 15 runs batted in, hein, 15 points produits sur ces 12 matchs de juillet. Ça va pas lui permettre de confirmer que ça peut être un vrai joueur du line-up. La preuve en est que, par exemple, 2009, c'est le 3e base régulier, on va dire, des Rockies. 2010, c'est à peu près la même chose, mais 2011, il passe la moitié de son temps, on va dire, entre guillemets, en triple A. Donc, au final, son passage du côté des Rockies, ces 5 saisons ne sont pas mémorables, sans être non plus complètement catastrophiques. Il termine sur 432 matchs avec 187 points produits, 54 home runs et .236 de moyenne. Il va être trade par les Rockies pour récupérer, de leur côté, ils voulaient récupérer DJ LeMahieu, hein, quand même, c'est un des gros futurs joueurs de notre ligue à cette époque-là. Et il va donc, avec les Cubs, pareil, jouer un peu, avoir quelques blessures, ne jamais vraiment se montrer. Il va passer du temps aussi en triple A, ce genre de choses. Donc rien encore une fois de transcendant. Il va signer un contrat de ligue mineure en 2013 du côté des Dodgers. Là-bas aussi, ça ne va pas très bien se passer. Il va être du coup en triple A, mais il va avoir une moyenne à la batte notamment famélique de .174. Et en 2014, il va signer un contrat de ligue mineure avec les Angels. Là-bas, encore une fois, rien de transcendant, mais il va au moins pouvoir toucher au majeur, puisque il va avoir un très bon spring training, et du coup on va lui laisser quelques chances. 24 matchs, je pense, sur sa partie, sur la saison, on va dire 2014, hein, mais voilà, sur 24 matchs, il aura eu 2 home runs, 7 points produits et une base volée, avec surtout des moyennes faméliques, hein. .177 de moyenne à la batte, .222 d'OBP et .382 de slugging percentage. Donc il va être DFA, hein, en juillet. Et il va aller du côté de la triple A, ou même en triple A, ça va pas très bien se passer. Il va finir par signer un dernier
contrat de League Minor, c'était avec les Nationals, c'était en décembre 2014. Il va clairement plutôt se retrouver du côté de la AAA. Et ensuite, il va être relâché. Et donc, sa carrière prend fin à ce moment-là. Clairement, entre 2007 et 2014, comme je l'ai dit, vous l'avez compris, rien de transcendant, des petits passages en MLB, mais il n'aura jamais réussi à faire son trou, alors que c'était un des gros prospects, hein, vraiment. 2004, encore une fois, quand je l'ai dit, quand il est élu par Baseball America, quatrième meilleur prospect de sa classe, c'est pas pour rien. C'est vraiment un joueur qui avait montré de très belles promesses, un très fort potentiel, mais malheureusement, ça n'a pas pu se traduire au plus haut niveau. Donc, il peut faire partie un peu des busts. C'est peut-être pas les busts tels que je les définis dans ce premier tour, dans le sens où au moins il a eu quand même quelques passages intéressants ou quelques moments intéressants en MLB. Voilou pour le top 10. Je vais faire une petite respiration musicale et on revient tout de suite. Donc de retour, après vous avoir un peu détaillé le top 10, encore une fois, vous l'avez compris, hein, c'est pas une draft très riche en talent, surtout sur ce premier tour. Des All-Stars dans le top 10, il y en a deux hein, dans leur carrière, c'est Ricky Wicks, comme je l'ai dit, et Nick Markakis. Surtout des busts, on en a vu aussi, on a vu donc Kyle Smith, Chris Lubanski et Ryan Harvey, et tout ça c'est le top 6 de la draft 2003, donc vous avez compris pourquoi cette draft peut être considérée par certains comme l'une des pires drafts hein, en termes de premier tour, attention, voilà, de l'histoire, ou en tout cas des 25 dernières années. Mais si on regarde un peu plus pour finir ce premier tour, il y a quelques noms de joueurs qui vont faire leur trou. Je pense à Chad Cordero qui est récupéré donc par les Expos, qui viendront les Nationals en 20e position et qui est, je pense, le premier All-Star de cette classe 2003. Je pense que c'est le plus rapide All-Star. Je pense qu'il est All-Star dès 2005 ou un truc comme ça. On a aussi Aaron Hill, pris par les Blue Jays, qui va être All-Star dans sa carrière. Chad Billingsley, pris par les Dodgers, qui va être All-Star, lui qui a été pris en 24e position. Et Carlos Contine, du côté des D-backs, qui sera également All-Star lors de sa carrière. Par contre, si on veut parler de joueurs toujours dans ce premier tour qui n'ont pas pu se montrer, je pense à des joueurs comme par exemple Jeff Allison, le lanceur droitier. Je peux penser à d'autres joueurs qui n'ont pas vraiment pu se montrer, qui j'ai ici, des Brian Snyder, des Brad Sullivan, Matt Moses, et tout ça, ça reste du premier tour. Donc voilou, j'ai pas envie d'aller trop loin, mais c'était juste pour vous donner un peu un ordre d'idée. Si on regarde un peu sur le Supplemental First Round Selections, on peut dire que Adam Jones aussi s'en est bien sorti, hein, du coup, puisqu'il aura été All-Star lors de sa carrière. Et surtout, ce sur quoi j'ai envie de parler, et c'était un peu le thème, hein, c'est vous donner quand même quelques noms de joueurs, soit que vous connaissez, soit qui ont montré des choses, ou soit qui étaient connus pour différentes raisons, et qui ont fait partie de cette draft 2003. Le premier joueur dont j'ai envie de parler, c'est Ian Kinsler. Ian Kinsler, au final, il n'est récupéré qu'au 17e tour de cette draft. Hein. Alors, faut que je me rappelle par qui. J'ai complètement oublié par qui. Bah bravo. Donnez-moi une seconde. En direct, je vais retrouver par qui. Par les Rangers. Donc 496e pick, 17e tour. Mais Ian Kinsler va un peu déjouer les pronostics en termes de draft. C'est-à-dire qu'il est drafté assez loin et pour autant, c'est un joueur qui va avoir quand même quelques highlights. C'est un joueur très solide de la MLB. Il fait son premier match le 3 avril 2006 avec les Rangers. Il fait son dernier match en 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça, avec les Padres. Sur sa carrière, il aura quand même réussi à frapper 257 home runs, à produire 909 points. Donc c'est très intéressant. Une moyenne à la batte sur toute sa carrière de quasiment .270, donc très très intéressant. De 27% en carrière, c'est quand même très intéressant en tant que moyenne à la batte. Et donc c'est un joueur qu'on va retrouver quand même All-Star, que ce soit avec les Rangers 2 fois, ou 3 fois même, je pense 3 fois avec les Rangers, ou encore avec les Tigers en 2014. On rappelle surtout que 2018 c'est une grosse saison pour lui dans le sens où il fait partie de cet effectif des Red Sox champions face aux Dodgers. Et oui, cette même année 2018, alors qu'il est quand même déjà assez âgé, je pense qu'à cette époque-là il doit avoir 35-36 ans,
et bah il récupère son deuxième Gold Glove. Hein. Donc il montre que les années n'ont pas d'effet sur lui en termes de défense. Son premier Gold Glove c'était déjà en 2016, donc déjà sur son année 34 en termes d'âge. Euh, et donc il aura donc un Gold Glove en tant que membre des Tigers, puis un Gold Glove en tant que membre des Angels slash Red Sox, parce qu'il va être trade entre Angels et Red Sox pour le succès qu'on lui connaît. Il fait partie du Texas Rangers Hall of Fame, donc clairement c'est un joueur qui est à noter. Peut-être entre guillemets c'est le plus gros style de cette draft 2003. On peut noter aussi en termes de baseball international qu'il fait partie de cet effectif 2017 de Team USA qui récupère le World Baseball Classic donc de 2017. Voilà, c'est le premier joueur dont je voulais parler. Le deuxième joueur, là, c'est plus pour dire qui es-tu? Tu es le fils de quelqu'un? Eh bien oui, je vais vous parler de Tony Gwynn Jr. Alors, être le fils de quelqu'un de connu, de fort, etc., ça n'a jamais été la chose la plus facile, surtout quand vous faites le même sport que ce dernier et que forcément les attentes de par votre nom de famille sont élevées. Il a le même nom, mais le même prénom également que son papa, Tony Gwynn, qui était donc du côté des Padres, pour le rappeler notamment. Eh bien, le fiston est drafté 2 fois, première fois en 2000 à sa sortie de high school, mais il va décider de suivre son commit. Son commit c'est du côté de San Diego State, et San Diego State c'était aussi l'alma mater de son papa. Donc voilà, il a vraiment fait beaucoup de choses comme son papa. Peut-être la seule chose qui lui manque pour être partout, c'est d'avoir une carrière aussi exceptionnelle que son papa, mais bon c'était très dur, la marche était très haute forcément. Entre 2006, premier match avec les Brewers, et 2014, son dernier match avec les Phillies, c'est plus un joueur, on va dire, de rotation de line-up, pour faire simple. C'est plutôt ce genre de joueur qu'on a. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas un joueur qui offensivement peut vous rapporter beaucoup de choses. Donc voilà. Je voulais juste parler de lui rapidement, puisque c'est un fils d'eux, puisque ça arrive aussi d'être reconnu par rapport à ça. Pour finir, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs dont on pourrait parler, par exemple, on pourrait parler de Matt Kemp. Matt Kemp qui lui aussi aura quand même eu une très belle carrière. Si je dis pas de bêtises, Matt Kemp il est quand même pris assez loin entre guillemets vis-à-vis de sa carrière, c'est-à-dire il est pris au 6ème tour. C'est le 181e pick en provenance des Dodgers. Mais je le rappelle, Matt Kemp c'est quand même quelqu'un qui a été 3 fois All-Star, 2011, 2012, 2018. Il a été 2 fois Gold Gloves, 2009 et 2011. Il a été 2 fois Silver Slugger, pareil 2009 et 2011. Donc 2009 et 2011 sont clairement des grosses saisons pour lui. Il a gagné le Hank Aaron Award en 2011, donc le meilleur joueur offensif entre guillemets, puisque c'était le home run leader en 2011 et le RBI leader aussi en 2011. Donc voilà, très belle carrière. Une grosse partie de sa carrière, quand on regarde en termes de continuité, c'est chez les Dodgers, qui l'ont donc drafté. Et de 2006 à 2014, il est chez eux. Après, il va du côté des Padres pour une saison, puis du côté des Braves, puis il revient chez les Dodgers pour la saison 2018, saison où ils perdent en finale face aux Red Sox. Il va passer une saison du côté des Reds, et enfin, pour finir, une saison du côté des Rockies. Donc Matt Kemp, c'est un joueur dont on peut parler. Malheureusement, puisque vous voyez, ça fait déjà longtemps que je parle, je ne peux pas vous parler de tous les joueurs. Malheureusement, il y en a beaucoup dont on pourrait parler qui ont eu des carrières intéressantes, mais je voulais m'arrêter sur 2 joueurs rapidement. Max Scherzer, tout simplement. Max Scherzer a été drafté en 2003 à sa sortie de high school, mais il va décliner, il ne va pas signer. Il va décliner l'offre, puisqu'il va du coup plutôt suivre son commit, tout simplement. Son commit, si je dis pas de bêtises, c'est du côté de Missouri. Missouri qui est maintenant une fac assez moquée en SEC, mais qui a été historiquement plutôt une bonne fac, sans être une grosse fac, une bonne fac de baseball. Donc il va partir du côté de Missouri. Et après on va le voir bien sûr drafté à sa sortie de Missouri par... j'ai oublié. C'est les Diamondbacks, je pense. Vous allez m'aider, mais je pense que c'est les Diamondbacks. Ouais, c'est ça, c'est les Diamondbacks en 2006, 11e pick de draft. 2006. Donc voilà, c'est le premier joueur dont je voulais parler rapidement, parce que c'est un nom connu, et il faut savoir, il a été drafté là, mais il n'avait pas signé. Et l'autre joueur, bien sûr, dont on peut parler, c'est le fameux
Tim Lincecum, je sais pas comment on le prononce, j'ai jamais su comment on le prononce, faudrait que j'écoute à chaque fois les broadcasters quand ils parlent de lui, puisque c'est quand même un joueur aussi qui a été exceptionnel, on le rappelle, Tim Lincecum, et pitcher de renom, un IRA en carrière de 3.74, un nombre de strikeouts en carrière de 1736, voilà, donc puisque j'ai Max Scherzer à côté, mais Max Scherzer il est toujours en carrière, il est toujours en train de jouer, il joue d'ailleurs pour les Blue Jays. Max Scherzer, bon voilà, on est sur du all-time. 3489 strikeouts en carrière, 3,22 d'IRA en carrière, plus de 220 victoires en carrière, enfin bref. Mais Tim Lincecum, peut-être sur un temps moins grand, aura quand même montré des très belles choses. 4 fois All-Star. Il a été d'ailleurs bien sûr de cette équipe des Giants, vous vous en rappelez. Championne en 2010, championne en 2012 et championne en 2014. Il va récupérer 2 Cy Young en 2008 et 2009. Strikeout leader en 2008, 2009 et 2010. Bien sûr, avant ça, il a quand même une carrière amateur. Sa carrière amateur va le retrouver du côté de Washington, les Huskies, donc l'État de Washington, pas la ville de Washington DC. Il va d'ailleurs chaque année, je pense, ou en tout cas 2 de ces 3 années, il va être pitcher de l'année du côté de Washington. Mais voilà, c'est le genre de joueur dont on peut parler, puisque lui aussi, à la sortie de high school, il aurait pu être signé lors de sa draft, puisqu'il avait été drafté au 48e tour pour le coup, 1408e pick par les Chicago Cubs, mais il n'avait pas signé. Bon, Chargers c'est pas beaucoup plus haut, c'est 43e tour, 1291e pick. Donc voilà, ce sont des noms dont je voulais toucher 2-3 mots avant de finir ce podcast, puisque c'est toujours un peu marrant de voir que les stars d'aujourd'hui ont aussi pu faire partie de classes de draft, mais n'ont pas forcément été draftés très haut, par exemple en sortie de lycée. On préférait parier sur eux-mêmes en allant à l'université et en prouvant qu'ils avaient eu raison. Pour les deux, c'est le cas. Et après, ils ont eu les carrières qu'on leur connaît. Voilou. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Je suis toujours en train de travailler sur le montage de cette vidéo, tout simplement parce que j'ai pas encore eu le temps de vraiment toucher au montage. Je parle de la vidéo sur les Negro League, le premier épisode, on va dire, possiblement d'une petite série d'épisodes vidéo pour le coup. Donc normalement ça va pas sortir en podcast pur, mais sur YouTube seulement. Maintenant je vais voir si ça fait sens de le sortir en podcast également. Peut-être je sortirai sous une appellation de hors-série entre guillemets ou quelque chose comme ça. On verra bien. En tous les cas, je sais pas encore sur un épisode la semaine prochaine, je vous l'annonce à l'avance pour une fois. On va voir, parce que la semaine prochaine j'ai beaucoup de choses à faire. Mais on se retrouve très bientôt, et je vous dis donc forcément à très bientôt. Allez, ciao.